Nicolas Pouvremonti, qu'est-ce que vous retenez, vous, à titre personnel? On parlera beaucoup de l'Algérie tout à l'heure, donc ça, c'est quand même un gros dossier. On va peut-être pas le dévoiler tout de suite, mais il y a d'autres choses. Mais en tout cas, par déformation professionnelle, au-delà de la seule question de l'Algérie, ce qui me marque, c'est l'angle mort gigantesque qu'a été, durant les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, la question de l'immigration. C'est-à-dire que c'est sous Emmanuel Macron qu'on a atteint le sommet de la tension démocratique, qui veut que, d'une part, les Français n'ont jamais été aussi opposé à l'immigration dans son ampleur et sa nature contemporaine. Oui. Quand vous voyez les enquêtes d'opinion, il y a toujours entre 2 tiers et les 3 quarts des sondés qui estiment qu'il y a aujourd'hui trop d'immigration en France. Mais d'autre part, il n'y a jamais eu autant d'immigration en France que sous Emmanuel Macron. Et ça, c'est vrai, quels que soient les indicateurs que vous preniez, l'immigration légale, l'immigration clandestine, les demandes d'asile, on en parlait hier. Et donc Emmanuel Macron va laisser à son successeur, quel qu'il soit, le soin de traiter cette question qui est maintenant très en haut des préoccupations des Français et qui sera, on peut sans doute l'escompter, l'une des questions, si ce n'est la question principale de la prochaine élection présidentielle. Un dernier mot peut-être, Paul. Oui, un mot très court pour dire qu'il y avait une promesse qui, pour ce qui la concerne, n'a pas été tenue, qui avait été portée dans les vœux présidentiels l'an passé, c'était celle de rendre la parole aux Français, ce que beaucoup de commentateurs avaient interprété comme une promesse de référendum. Il est plus que probable, quand on regarde... Au sortir du Covid, on avait parlé de référendum, d'initiative partagée. Oui, alors ça, c'était la revendication aussi des Gilets jaunes, mais Emmanuel Macron n'avait pas donné beaucoup plus d'attention à cela. Mais par contre, l'an dernier, il avait vraiment promis des consultations. Ouais. L'Élysée a travaillé sur des projets précis, alors avec parfois des thèmes même un peu dérisoires. Est-ce que ça aurait été sur le téléphone portable ou les écrans pour les enfants? Mais enfin, en tous les cas, on est le 30 décembre et il est bientôt 20h et on n'a toujours pas eu cette consultation promise par le Peut-être qu'il va l'annoncer demain. Est-ce qu'elle aura lieu demain? Ça me paraît un peu court. Et vous voyez, c'est cette promesse non tenue qui fait écho à ce que vous disiez, Nicolas, sur la question de la tension démocratique sur l'immigration. C'est-à-dire qu'effectivement, le président de la République, malgré sa promesse, s'est enfermé dans une volonté de ne suivre que son cap, qui continue de penser être bon pour la France, tant mieux, l'inverse serait inquiétant, mais sans écouter les Français. Et je crois que c'est vraiment ce qui marque en cette fin de quinquennat difficile, c'est cette façon dont l'Élysée, finalement, a coupé les radars et s'est déconnecté des priorités exprimées par les Français et en leur refusant même jusqu'à la possibilité de l'exercice référendaire qui au moins aurait permis de sauver la face. Mais beaucoup de sujets qui sont très concernants et pour le coup qui pourraient changer les choses doivent passer par une réforme de la Constitution. Donc on s'est beaucoup appuyé là-dessus aussi pour dire que c'est pas possible parce qu'en l'état, avec le Parlement qu'on a... Mais c'est pas si vrai. C'est pas possible. C'est pas si vrai. Les propositions portées par les Républicains au Sénat l'ont montré. Il y a des possibilités de consultation sur des thématiques précises. Alors c'est pas pour ou contre l'immigration, mais il y a des questions plus intelligentes et plus nuancées que cela qui auraient pu être posées aux Français puisqu'on parle de cette thématique-là. Et je constate que ça n'a pas été demandé. J'espère, mon cher Paul, que vous n'avez pas cru la promesse de l'an dernier qu'il y aurait un référendum. Je pense qu'Emmanuel Macron ne peut pas faire de référendum, c'est sa psyché qui lui interdit, puisqu'il est la synthèse de la droite orléaniste et de la gauche caviar. La droite orléaniste et la gauche caviar méprisant le peuple et détestant le référendum. Je pense que c'est à peu près aussi risqué que de voir, je sais pas moi, Nathalie Arthaud et Arlette Laguillet aller chanter « Vive le capitalisme » au Palais Brognard. C'est quelque chose qui, dans leur psyché, leur est interdit également. Je reviens vers vous, mon cher Nicolas. Donc, on va revenir. Vous avez souhaité nous éclairer sur l'adoption la semaine passée par le Parlement algérien d'une loi qui criminalise la période de la présence française en Algérie et qui, mieux encore, exige des réparations de la France. Alors, vous estimez que ce vote n'est qu'un nouvel épisode, évidemment, dans la stratégie de ce qu'on appelle le chantage mémoriel, déployé depuis de longues années maintenant par Alger. Pourtant, d'autres immigrations issus de territoires qui ont aussi appartenu, je le disais tout à l'heure dans le sommaire, le préambule à l'empire colonial français, rencontrent beaucoup moins de difficultés que l'immigration algérienne. Alors, pourquoi cette spécificité, au fond ? Écoutez, c'est certain que la loi qui a été adoptée la semaine dernière et qui porte criminalisation de la présence française en Algérie ne marque pas une rupture fondamentale. Il n'y a rien de très nouveau sous le soleil algérois. Il y a de ça 3 ans, le président algérien Abdelmajid Tebboune avait déclaré dans le Figaro, je cite, que les Algériens devraient avoir des visas d'une durée de 132 ans en France. Alors 132 ans, évidemment, ça fait référence à la durée de la présence française en Algérie. Et cette déclaration, au-delà de son aspect un peu provocateur, elle donne une idée assez claire de la façon dont notre relation migratoire est conçue, est envisagée par le régime algérien. C'est-à-dire que l'immigration des Algériens vers la France est perçue comme une sorte de dû, une contrepartie compensatoire de la colonisation, qui est donc considérée comme un crime, compensation qui n'appelle donc
aucune forme de réciprocité dans les efforts qui seraient consentis. Pourtant, si on refait un tout petit peu d'histoire avant de revenir à aujourd'hui, quelques mois avant la fin de la guerre d'Algérie, avant le début plutôt de la guerre d'Algérie en 1954, prenait fin à une autre guerre terrible de décolonisation qui a fait beaucoup plus de morts, sans doute 2 fois plus de morts, disent les historiens, que la guerre d'Algérie, et qui a été la guerre d'Indochine. Or, dans les décennies qui ont suivi, la France a aussi accueilli une immigration nombreuse en provenance du Vietnam, du Cambodge, du Laos, et qui étaient donc les 3 pays issus de l'Indochine française. Alors évidemment, aujourd'hui, ces 2 diasporas n'ont pas du tout la même taille, la même ampleur en France. Les Algériens restent la principale nationalité bénéficiaire des titres de séjour en cours de validité sur le territoire. D'ailleurs, la moitié des immigrés algériens qui vivent aujourd'hui en France, ils sont arrivés après l'an 2000. Si on prend l'ensemble de la population d'origine algérienne sur 2 générations, on est au-delà de 2 millions de personnes, jusqu'à 2,7, 2,8 millions si on choisit d'inclure la 3e génération dans le calcul. Évidemment, on parle de populations beaucoup plus restreintes en volume du côté de l'ex-Indochine. On estime qu'il y a environ 350 000 personnes en France qui sont soit des immigrés, soit des descendants d'immigrés vietnamiens, cambodgiens ou laotiens. Mais au-delà de ces différences quantitatives, de dimensions, ce qui frappe quand on s'intéresse dans le détail à ces 2 immigrations, ce sont les très fortes différences en matière d'intégration. C'est-à-dire que quels que soient les indicateurs que vous prenez, les indicateurs économiques, sociaux, culturels et éducatifs, vous vous rendez compte de 2 choses. D'une part, cette immigration vietnamienne ou cambodgienne apparaît surperformée dans à peu près tous les domaines. Et dans le même temps, à l'inverse, l'immigration algérienne semble en être venue à incarner à elle seule une large part des difficultés plus générales qu'on rencontre aujourd'hui avec notre politique d'immigration. Est-ce qu'on a des éléments concrets pour étayer votre propos ? Je veux dire que l'interdiction des statistiques ethniques en France empêche forcément ce genre d'analyse, c'est ce qu'on pourra vous rétorquer. Mais vous dites quand même qu'il y a des données fiables qui existent. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense souvent et de manière compréhensible, l'INSEE entretient tout un appareil migratoire sur les immigrés et les descendants d'immigrés sur plusieurs générations. C'est ce qui nous permettait de dire juste avant que la population d'origine algérienne en France est 6 fois plus élevée. 2 millions versus 350. Exactement, que celle originaire de l'ex-Indochine. Et ces données issues de l'INSEE, elles dressent des constats très généraux sur notre politique d'immigration et ses difficultés, mais elles permettent aussi de voir quelque chose qui est assez factuel, c'est qu'il y a des immigrations en France qui produisent en vérité des résultats, des profils d'intégration très différents. Si on prend simplement les immigrés au sens strict, ce qu'on appelle la première génération, les personnes qui sont nées étrangères à l'étranger puis qui sont ensuite venues s'installer en France, on voit que le niveau de qualification scolaire est globalement très faible chez les immigrés vietnamiens et cambodgiens comme chez les immigrés algériens. On a 32% des immigrés qui viennent d'Asie du Sud-Est qui n'ont pas dépassé le niveau collège, comme 37% des immigrés algériens. Mais pourtant, dès cette première génération, on constate des écarts tout à fait spectaculaires dans l'insertion sur le marché du travail. C'est-à-dire que le taux de chômage des immigrés algériens en France, il est 3 fois plus élevé que celui des immigrés vietnamiens ou cambodgiens. Et ce taux de chômage des immigrés d'Asie du Sud-Est, il est même moins élevé que celui des Français qui ne sont ni immigrés ni enfants d'immigrés. Et on peut prendre le problème à l'inverse, si on regarde le taux d'emploi, c'est-à-dire la part des personnes en âge actif qui occupent vraiment un emploi, le taux d'emploi des immigrés vietnamiens ou cambodgiens, il est supérieur de 15 points à celui des immigrés algériens. Et on l'a dit, c'est d'autant plus remarquable que cette immigration vietnamienne ou cambodgienne, elle est marquée par un niveau de qualification faible et notamment par un niveau de maîtrise du français à l'arrivée en France qui est très faible. C'est-à-dire que la moitié de ces immigrés n'avaient aucune compréhension du français à l'arrivée en France, la moitié n'avait aucune compétence d'expression orale, on avait aussi une moitié qui n'avait aucune compétence en matière de lecture. Et pourtant, et on en vient à la 2e génération, en l'espace d'une seule génération, cette population d'origine vietnamienne ou cambodgienne, elle passe des indicateurs de qualification les plus faibles aux indicateurs de qualification les plus élevés, malgré un contexte familial qui est celui qu'on a décrit, faible maîtrise du français, faible niveau de qualification. On voit par exemple que 40% de cette 2e génération d'origine vietnamienne ou cambodgienne a un diplôme supérieur à Bac+2, 40%, c'est 15 points de plus que la moyenne des descendants d'immigrés. Et hélas, on ne peut pas faire le même genre de constat chez les descendants d'immigrés algériens. On a à peine 19% de ces descendants d'Algériens qui ont un niveau supérieur à Bac+2, donc c'est 2 fois moins que la diaspora vietnamienne ou cambodgienne. Et si on prend l'angle inverse, c'est-à-dire la part des personnes qui n'ont pas de diplôme ou qui n'ont pas dépassé le niveau collège,
c'est le cas de plus d'un quart des descendants d'immigrés algériens. C'est 5 fois plus que parmi les descendants d'immigrés vietnamiens ou cambodgiens. On pourrait multiplier les comparaisons du même ordre sur la présence en logement social, sur le niveau d'endogamie, c'est-à-dire la propension à choisir un conjoint de la même origine migratoire que soi, sur les liens avec le pays d'origine. Les constats seraient globalement le même et ils sont, de manière assez frappante, assez symétriquement opposés dans à peu près tous les domaines. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a donc posé solidement le constat, quelle conclusion politique peut-on réellement en tirer ? Écoutez, 2 choses. D'abord, un constat dans notre rapport avec l'Algérie. On a là, face à nous, 2 immigrations qu'on peut qualifier de post-coloniales. Oui. Et les trajectoires très différentes qu'on vient d'évoquer montrent que l'histoire coloniale, ça n'est pas un déterminant absolu, ça n'est pas un déterminant indépassable. Et donc, son évocation un peu constante par le régime algérien et par une partie de la diaspora pour justifier une logique d'ayant droit en matière migratoire, évidemment, elle n'est pas acceptable rationnellement, ni par l'opinion, ni même, on pourrait l'espérer, par les dirigeants français. Mais le deuxième constat, qui est sans doute le plus important pour l'avenir, c'est que, au regard de tout ça, la France gagnerait sans doute à retrouver le contrôle d'une part plus large de sa politique d'immigration pour pouvoir mieux la choisir, y compris mieux la choisir selon les origines géographiques. Parce que, on vient de l'évoquer, différentes immigrations produisent différents résultats. La logique demain, ce serait qu'on puisse imaginer une politique d'immigration qui fonctionne comme fonctionnent toutes les politiques publiques, c'est-à-dire en cherchant à minimiser les coûts, à maximiser les bénéfices pour la société française, pour l'économie française. Et là, sur les tout derniers mois, les toutes dernières années, ça n'est vraiment pas le chemin qu'on prend. Aujourd'hui encore, la France à elle seule accorde les 2/3 des nouveaux titres de séjour qui sont donnés à des Algériens dans l'ensemble de l'Union européenne. Et à l'inverse, on ne donne que 7% des nouveaux permis de séjour qui vont à des Vietnamiens, des Cambodgiens ou des Laotiens. C'est-à-dire que l'Allemagne, qui n'a aucun lien historique avec ces pays, en accorde 3 fois plus que nous. La Hongrie, à elle seule, en accorde 4 fois plus que nous. Et donc, on peut espérer que ce constat du fait qu'il y ait des immigrations et qu'il faut en tirer des leçons politiques puisse monter dans l'année 2026 qui vient, parce que, j'y reviens, l'immigration en tant que telle sera sans doute la grande conversation de la prochaine présidentielle. Oui, alors on va peut-être s'arrêter sur ça précisément. Paul Sugy, est-ce que en 2026, il va se passer quoi que ce soit sur ce plan, sachant qu'on est dans une année de pré-présidentielle et où chacun partira en campagne ? On n'arrive pas à faire voter un budget. Comment est-ce que vous voulez qu'on fasse voter une loi substantielle en matière d'immigration ? Par ailleurs, je note que pour ce qui est du domaine réglementaire, on a remplacé un ministre plutôt très offensif, on a eu l'occasion de parler tout à l'heure du bilan de Bruno Retailleau, par un ministre beaucoup plus conciliant avec l'Algérie et beaucoup moins déterminé dans son discours à identifier l'immigration comme une des causes aujourd'hui ou un des facteurs aggravants de la situation du pays, puisque Laurent Nunez notamment se refuse à établir le lien que pourtant l'actualité démontre un peu plus jour après jour entre l'immigration et la délinquance. Donc partant de ça, c'est-à-dire absence de volonté à la tête de l'exécutif et absence de soutien parlementaire à toute initiative qui viserait un tant soit peu à vouloir changer les règles, je ne suis pas certain qu'il faille attendre grand-chose de 2026 de ce point de vue-là. Il a surpris d'ailleurs Laurent Nunez à cet égard, ça se demandait s'il était vraiment en phase avec son ministre de l'Intérieur à l'époque où il était encore préfet. Oui, non, c'est certain. Et au-delà de cette seule question algérienne, on voit que Laurent Nunez semble avoir abandonné la logique d'initiative réglementaire qu'évoquait Paul, c'est-à-dire le fait pour un ministre de l'Intérieur qui n'a pas de majorité à l'Assemblée d'essayer quand même d'agir là où il le peut. Bruno Retailleau l'a fait avec la circulaire sur les régularisations qui a produit des effets. On sait que sur les 9 premiers mois de l'année, les régularisations sont en baisse de 42%. Circulaire sur les naturalisations, on l'a évoqué, qui produit aussi des résultats. Et donc c'est certain que 2026 ne verra pas de grande loi parce qu'il n'y a pas de majorité pour ça à l'Assemblée. C'est quand même problématique parce que les inquiétudes envers l'immigration que j'évoquais et qui sont tracées dans les enquêtes d'opinion, elles sont très transversales aux différents électorats, donc il devrait y avoir des majorités. Clairement, ça ne sera pas le cas dans les prochains mois, mais on peut au moins espérer que le débat public avance un peu sur ce sujet en 2026, parce que le moment où cette question sera tranchée, c'est évidemment le cycle électoral de 2027, une présidentielle et une législative qui pourrait produire à nouveau un fait majoritaire avec des députés qui prennent des décisions. Philippe et Véronique, vous avez 1 minute. Bon, alors je vais faire très court. C'est bien, Alger demande des réparations à Paris pour la colonisation, mais j'attends qu'il demande des réparations à l'Empire ottoman qui a colonisé l'Algérie, et évidemment aux Arabes qui ont colonisé l'Algérie en chassant et en convertissant de force les Berbères. Au Yémen, par exemple. Ben voilà. Les razzias venaient du Yémen. Voilà. Donc... Et puis il y a d'autres choses aussi. Tiens, nous, le sud de la France a été occupé de 719 à 759. Pourquoi ne pas demander des réparations ? Je connais bien l'Espagne, ils ont été occupés et colonisés 7 siècles. Personne ne demande de réparation. Alors
le trésor public a besoin d'argent. Je me dis que les Romains nous ont envahis en 52 avant Jésus-Christ, ça s'est terminé en 476. Il va falloir aller taper à la porte de Giorgia Meloni. De Giorgia Meloni pour 5 siècles de colonisation française. C'est grâce à eux que nous sommes d'ailleurs devenus des Gallo-Romains. On a eu l'intelligence de reconnaître aussi tout ce qu'ils nous avaient apporté. Ah ben oui. C'est vrai. En termes de technologie et de non mais c'est vrai. Et de savoir culinaire. De savoir culinaire aussi. Oui, bon ça c'est venu dans un second temps. Mais je parle des Romains de l'époque de Jules César, si on remonte à Alésia et aux Gaulois. Ma chère Véronique, un mot de conclusion peut-être sur ce que vous avez entendu et sur la capacité de la France à reprendre le contrôle de ce qu'on appelle une immigration choisie et qui est un gros mot, un tabou dans notre pays. Non mais ça va être l'un des enjeux de la prochaine présidentielle, mais ce n'est pas la première fois que c'est un enjeu et qu'on met cet enjeu comme la poussière sous le tapis. Sur l'aspect algérien, on a vu combien on avait été faible par rapport à la gestion du dossier Boualem-Sansal. Rappelons qu'on a quand même en plus un otage, Christophe Glaise, et que là, c'est effectivement silence absolu du côté du ministère de l'Intérieur pour savoir comment s'en dépatouiller. Et c'est quand même la France qui a fait de l'Algérie, qui a posé les bases d'une nation, parce que, je le rappelle, avant l'arrivée de la France, l'Algérie, ce n'était pas grand-chose, mais ça, les Algériens n'aiment pas l'entendre. Enfin, en tout cas, le régime algérien. Merci à tous, c'est déjà la fin de cette émission. J'ai été ravie de vous avoir à mes côtés ce soir. Dans un instant, évidemment, l'heure des pros du soir, l'heure des pros 2, et on se retrouve. Alors, pas demain. Non, c'est la fête demain. Ouais. Voilà, demain on fait la fête et on reviendra en grande forme le 1er janvier. Ne buvez pas trop, attention. Excellente soirée sur notre antenne.